Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de Wondervet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Juliette Chauvet. Salut Juliette, bienvenue dans Veto Micro. Salut Colline, merci beaucoup de me recevoir, ça me fait vraiment plaisir. Trop chouette, moi aussi. Alors Juliette, si je devais résumer ton parcours en une phrase, comme si c'était la une d'un journal, voilà ce que moi je dirais. Parisienne, elle est prise d'une passion inattendue pour la pratique rurale. Tu es rentrée à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort dans l'idée de soigner spécifiquement les phoques et les manchots. Et lors de ton stage obligatoire en rural en 4e année, c'est le coup de cœur. Entre la relation avec les éleveurs et un métier qui allie réflexion, chirurgie, exercice physique, adaptabilité et ingéniosité, tu es conquise. Tu fais une année de tutorat dans une clinique en Normandie, puis tu te lances dans la pratique 100% rurale. Tu vas pratiquer pendant 6 ans dans 2 structures différentes avec un petit peu de canine et d'équine pendant les gardes. Finalement, au bout de 6 ans, alors que tu pensais faire ce métier toute ta vie, tu finis par exploser. Tu réussis à t'avouer que tu vas mal et que tu as besoin d'aide, et c'est à ce moment-là que tu fais appel à mes services de coaching. Au cours de ces mois d'accompagnement, tu prends conscience de ce qui te plaît le plus, la transmission. En faisant le bilan de ton parcours, tu te rends compte que c'est là depuis le début. Tu as toujours donné des cours, aimé expliquer, tu formais les ASV dans ta clinique, tu donnais depuis 2 ans des formations aux éleveurs, depuis quelques mois aux vétérinaires. Tu finis donc par choisir de quitter la pratique rurale pour créer ta propre entreprise, Rural Vision. Aujourd'hui, tu formes entre autres des éleveurs et des éleveuses et des vétérinaires pour les aider à améliorer leur pratique au quotidien. Tu as notamment commencé à animer des demi-journées de formation pour un groupe qui s'appelle Éleveuse, E2LES apostrophe. Alors Juliette, qu'est-ce que tu penses de cette introduction ? Ça sort vachement mieux de ta bouche que quand moi j'essaye de le dire aux vétos qui me posent la question quand je les rencontre dans leur clinique. Quand je dois résumer tout ça, c'est vachement plus fluide quand c'est toi qui le fais. Je te la prête. Si tu veux pouvoir la réutiliser, elle est à toi. Ça parle de toi, je te la laisse avec grand plaisir. Du coup, je te propose qu'on passe à notre première question traditionnelle dans ce podcast, qu'on aime vraiment poser pour avoir une première vue d'ensemble du rapport au métier, en tout cas dans les débuts. C'est qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Du coup, j'ai un peu creusé cette question-là en sachant qu'on allait échanger aujourd'hui. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'étais petite, le vétérinaire, je savais pas ce que c'était parce que j'avais pas d'animaux et c'était pas du tout une option. Du coup, ce métier, enfin, je pense, ne faisait pas partie du champ des possibles. Donc, c'est assez rigolo. Je suis pas du tout comme beaucoup qui ont eu ça en tête depuis tout petit. Moi, ça s'est vraiment construit petit à petit en grandissant. On me disait, c'est bien, t'as des bonnes notes, il faudrait que tu saches ce que tu veux faire. Bon, voilà, je savais pas trop. J'étais partie plutôt dans le dessin, en pensant côté archi, pour faire un peu comme mon papa. Parce que mon papa, il dessine, donc j'avais un petit peu ça. Enfin, et puis moi, j'ai passé beaucoup de temps. Et en fait, en terminale, je crois, ou en première terminale, on commence à bosser vraiment la biologie et on découvre les protéines. Et ça, j'ai adoré. Ça peut paraître tout con, hein, mais ouais, quand on a commencé à s'intéresser à la structure des cellules, au fonctionnement microscopique du corps, ça m'a vraiment intéressée. Et je me suis dit que j'avais envie de creuser ce côté-là. Et du coup, en fait, je suis partie en prépa bio, mais
c'était pas pour vétérinaire en fait, c'était pour la biologie. OK. Et comme je savais pas trop ce que je voulais faire, je m'étais dit que comme ça j'avais un peu plus le temps et que si jamais, je voulais faire, finalement du dessin, bah, je pourrais toujours le faire après. Alors que si je partais en arts appliqués, jamais j'allais retourner dans la bio. OK. Et donc l'idée, c'était de faire de la recherche et de trouver le remède au sida. C'était ça, Ah oui, c'est ça. ouais, c'était très naïf, mais c'était de participer, voilà, à chercher le sida ou entre autres choses, quoi, ce type de maladie Mmh. où, je jugeais qu'on n'allait pas, assez vite dans la recherche et La finalement fougue de la jeunesse. ouais, c'était «Allez les ça. vieux chercheurs là, on va on va aller bousculer tout ça». Bah, ouais, c'est vrai que c'est rigolo. Quand j'y ai repensé, je me suis dit: «Quand même, sacré culot la petite Juliette à l'époque» Mmh. et en prépa, en fait, véto, ça s'est amené autour de moi, tout le monde voulait faire véto OK. et donc je me suis dit: «Ah oui, c'est vrai, ce métier existe». J'adore les animaux. J'avais oublié que j'adorais les animaux quand j'étais petite, et que j'avais certes pas d'animaux à la maison, mais que dès que possible, j'étais avec des animaux. OK. Et du coup, bah, véto, pourquoi pas? Il a quand même fallu faire un stage pour, voir ce que c'est et puis j'ai bien aimé et je me disais que ça me permettrait d'aller vraiment plus loin dans tout ce que j'aimais en fait, d'allier toute la partie, bah, biologie, mieux comprendre, le corps et cetera et d'avoir une partie manuelle parce que moi j'aime beaucoup bricoler depuis que je suis petite et bah, la Mmh. chirurgie mine de rien, je me voyais bien m'y retrouver là-dedans. OK. Donc tu fait un stage entre ta première et ta deuxième année de prépa? Ouais, ouais, OK. quand même. Et Pour, tu as fait un stage dans quel, cadre? une clinique canine, OK. à côté de chez moi ou, une connaissance de la famille, voilà, vraiment, OK. dans un milieu très, j'ai pas fait grand-chose, hein, concrètement, j'ai beaucoup regardé, Oui. mais ça m'a permis de me dire que oui, ça pourrait le faire et où est-ce que j'en suis arrivée aux phoques et aux manchots? Là, Ah ouais, je c'est ça t'avoue la que question. Il manque une pièce. en grandissant, j'ai toujours adoré les animaux marins et mes parents m'emmenaient on a fait tous les centres, en France, on en a fait 3 ou 4 des aquariums où on pouvait voir, des manchots, des phoques et cetera. On en a fait à l'étranger, on a fait Lisbonne, par exemple, et l'idée, ouais, de travailler en faune sauvage en espérant un lien avec les animaux sauvages qui n'existent probablement pas, hein, comme ça je l'ai réalisé après. Oui. C'était un peu ça le rêve comme beaucoup je pense. Mmh. Quand on s'imagine finalement on voudrait faire le métier de soigneur, mais en étant vétérinaire et Mmh. en pouvant, faire, la prise de sang comme ça et que l'animal il trouve ça super cool. Voilà. Toi, c'était ça l'idée. Et pourquoi les phoques et les manchots plutôt que les dauphins, les loutres, les orques, et autres, faune sauvage? Et bah, je sais pas, tout le monde aime les dauphins. Non, les phoques et les manchots, ça a toujours été un truc, qu'on a ouais, c'est peut-être un truc dans la famille aussi. On adorait OK. ça, on adorait ça dans la famille, mon papa spécifiquement adorait les manchots et je sais pas, on a eu partagé Mmh. ouais, cette petite passion. Ouais, OK. on les trouvait rigolos et voilà. Est-ce que je me le suis approprié en grandissant? Je sais pas trop ce qui s'est OK. passé, mais c'était, ouais, très animaux marins et heu et pas spécialement les dauphins, même si je trouvais ça rigolo, hein, les dauphins, j'aimais bien. Ouais. Mais ouais, les otaries, les phoques, tout ça, je trouvais ça, vraiment stylé. Et il y en a en France, t'as des, comment? Tu des centres de réhabilitation, on en trouve en France des phoques, tu vois? Il y avait aussi Oui. ce côté-là. Oui. Tu étais pas obligé de rester dans les terres australes, Voilà. toute ta vie. Mais je remarque quelque chose comme point commun entre les phoques et les manchots et qui me laisse, qui m'amuse et où je me dis: «Tiens, on verra ce que ça donne comme discussion dans notre famille, plus tard». Mais pour moi, c'est quand même des animaux qui ont vraiment un aspect extrêmement pâteau et très maladroit,
sur terre et qui se transforment en monstres de virtuosité du mouvement dans l'eau. Enfin, il y a vraiment un écart énorme entre la grâce qu'il y a dans la nage et le côté patapouf sur terre. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire de votre famille que vous aimiez ces animaux? Voilà. Mais c'est tout. Je vais m'arrêter là pour mes petites questions à moi. Du coup, tu fais, tu te dis: «OK, je fais un stage. Ah, finalement vétérinaire» et là, tu te poses plus de questions. Tu te dis: «OK, donc je vais faire ça» et tu passes le concours veto. C'est ça qui se passe ou c'est un peu plus compliqué? Non, c'est ça qui se passe, ouais. OK. Parce que après veto, je savais que ça voulait tout et rien dire aussi. On nous avait quand même expliqué que ça ouvrait beaucoup de portes et en fait, moi, c'est une option que j'ai vraiment découverte en prépa. Je m'étais Ouais. jamais posé la question avant, donc je me suis posé la question là et puis je me suis Mmh. dit: «Bah, ouais, en fait, mais c'est rigolo que ça n'avait jamais été une possibilité parce que c'était un métier que je ne connaissais pas. Il a OK. fallu, grandir pour, rencontrer: «Ah bah oui, en fait, il y a des gens qui soignent les animaux, il y a plein de gens qui ont des animaux de compagnie et ils les emmènent chez le vétérinaire». Mmh. C'est Moi, j'ai pas du tout grandi avec ça, quoi. Ouais et là, donc quand tu rentres à l'école véto, il y a, les animaux de compagnie, il y a, les manchots, et les phoques, mais il y a pas encore, les vaches et la rurale. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il me semble, hein, que tu m'as dit pendant la préparation de l'interview qu'il y a vraiment, un avant et un après, un événement en particulier, qui te fait basculer dans «Mais en fait, j'aime ça moi, là, être en côte, en botte et être dehors, au cul des vaches et des moutons». Et bah, ça a été, pendant le cursus véto. Parce Ouais, qu'en fait, quand tu es parisien, les vaches, clairement, tu vois peu. ouais. Je trouvais ça toujours très rigolo, très sympa d'en voir, quand, j'étais à la campagne, j'adorais. Mais j'ai pas du tout grandi dans une ferme, moi, pas du tout, j'y Mmh. connaissais rien. Ouais, En première année d'école, on avait ce fameux stage obligatoire en ferme, mais pas du tout avec les vétos. Où là, on avait nous 3 semaines à passer et tu habitais chez des éleveurs et c'était l'immersion complète. Heu, Ça a été, une expérience hyper enrichissante parce que, bah, j'ai découvert un monde que j'ignorais totalement. mmh. J'ai rencontré des éleveurs qui étaient géniaux. Ça a été, un peu dur au début parce que, bah, clairement, quand tu dis que tu es parisienne, que tu fais 1,60 m et que tu as pas de force dans les bras, heu, Mmh. c'est on voilà, on te juge un peu, on te dit: «Va ouvrir les cornadis». Alors toi, tu avais déjà appris le mot cornadi, tu es fière. Mais quand tu arrives devant je sais pas si bah, tu peut-être pas trop vu toi, mais les cornadis, il y a plein de systèmes à la con pour les ouvrir et notamment ce truc rouge là, qui est une boule. Tu Oui, vois une boule rouge oui, et tu qu'une envie, c'est de tirer dessus, en oui. fait, quand tu viens d'arriver ou de la tourner et tu ne comprends pas que c'est une espèce de sécurité enfant avec un petit clapet sur le côté, et donc bah, j'ai mis très, 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 très longtemps à à ouvrir ces cornadis. L'éleveuse m'a jugée terrible. Après, il a fallu que j'amène 2 seaux d'eau pleins. Bah, j'ai pas pu les emmener d'un coup, hein, j'ai fait un par un. Donc Mmh. ça a été dur le début. Ouais. Mais à la fin de la semaine, elle a vu que je m'étais vraiment prêtée au jeu, que ça m'intéressait et cetera. À ce moment-là, j'avais aucune idée que j'allais soigner les vaches plus tard, hein, c'était toujours pas une Mmh. option. Mais au OK. moins je comprenais le milieu. J'étais fière de moi d'avoir réussi à m'adapter au truc parce que, bah, je savais pas comment j'allais réagir. OK. La traite à 5:00 du mat, en l'hiver, je dormais dans un petit appart, pas chauffé. J'avais un espèce de poêle à fioul dans ma Ouais, chambre ouais. et j'avais pas elle m'avait dit de pas l'allumer la nuit parce qu'elle avait peur que je m'intoxique. Du coup, ma chambre était chauffée à 14. Moi, je suis hyper frileuse. Ça a été vraiment, un peu une épreuve au début, ce truc-là. Ouais. Donc je sors de là en me disant: «Bon, la rurale, c'est mort». Mais en 4e année, on avait ce stage obligatoire en rural à faire avec des vétos cette fois Ouais. et moi je voulais le faire sérieusement parce que justement je voulais, être sûre. Je voulais savoir pourquoi je voulais pas faire ça et le but OK. était pas de me cacher en canine, OK. pendant ces stages-là et j'avais par contre bien contacté les cliniques en disant: «Moi je viens, mais je veux pas un stage d'observation, je veux faire des trucs». Donc c'était mon mail était OK. comme ça, et et en fait, bah, j'ai découvert que autre chose que ce qu'on te présente à l'école, parce qu'entre le stage que tu fais chez les éleveurs ou les vaches que tu vois à l'école qui sont à l'époque à Alfort
c'était avant qu'il y ait eu les super travaux. Nous, c'était dans la vieille étable où elles étaient à la tâche une à une, ou alors toutes seules dans un box où t'arrivais avec ton petit licol et ta piqûre et tu disais à la vache, bouge pas ma cocotte, je vais te faire la énième piqûre, ça fait 3 semaines que t'es là. J'étais morte de trouille, moi. J'avais super peur là-bas. Donc, pour moi, c'était pas du tout possible de faire ce boulot-là parce que j'y connaissais rien, j'avais peur, enfin, tout ça. Et en fait, en stage, ça a été très différent parce qu'en stage, ce qui change, c'est que tu as des éleveurs qui sont là avec la vache. Donc, la vache, il y a une contention. L'éleveur, il t'aide. T'as aussi toute cette personne éleveur que tu découvres, qui est en général, enfin, hyper intéressant, hyper touchant, drôle. Enfin, tu découvres une relation qui n'est pas du tout la même qu'avec les propriétaires en canine Ouais. ou avec l'absence de propriétaires en faune sauvage, en Ouais. fait. Et du coup, ça m'a vraiment tout de suite plu. Les vétos avec qui j'étais s'entendaient vraiment bien avec leur clientèle, donc ça, c'était hyper agréable. Et de réussir, de faire des choses en pratique, de les réussir, parce que pareil, j'avais fait très peu avant d'être en stage. Mais quand tu arrives en stage et qu'on te file l'aiguille en te disant bah tiens, tu fais l'intraveineuse à la vache, direct t'es dans le bain. Et ça te fait faire ça te fait faire plus qu'en canine aussi, parce qu'en canine c'est voilà, si tu foires le caté sur la patte du chat, bon, c'est le veto derrière va peut-être avoir un peu plus de mal. Enfin, en tout cas, tu feras pas ça devant les clients. En rural, roule, c'est parti. Ouais, génial. Et quand ils m'ont fait faire un agnelage, voilà, c'était tout. C'était ça que je voulais faire. T'avais combien de semaines de stage? 3. Et là, l'agnelage, il arrive quand? En fait, j'avais fait 2 semaines de stage dans une première clinique. Ok. Et après, j'en avais 4 autres dans une autre. Et entre les deux, j'avais 2 semaines au CHUVA à Alfort en urgento. C'était les 2 semaines de backup obligatoire au CHUVA. Ok. Donc, ce qui m'a bien permis de bien réfléchir à est-ce que je passe ma 5e année au CHUVA ou non. Et du coup, j'avais fait mes 2 premières semaines de stage et après, j'étais dans une autre clinique, celle où finalement j'ai fait mon tutorat. Ok. Et c'est dans cette clinique-là que, qu'assez vite, en fait, j'ai encore plus fait de pratique parce que mon maître de stage était vraiment génial. Il me faisait faire plein de choses. Trop bien. Et sur ce petit agnelage, pour une fois, en plus, j'étais avantagée avec mes petites mains et mes oui, petits c'est bras. ça. Et oui, carrément. Et donc, il me dit, vas-y, quoi. Il y a une patte, il avait fouillé et il me dit, vas-y. Et donc, il y avait une patte à déplier. Au début, en plus, il me stresse un peu. Il me dit, tu fais gaffe. Par contre, l'utérus d'une brebis, c'est hyper fragile. Ça pète comme du papier à cigarette. Donc, si tu fais n'importe quoi, tu vas la tuer. Ah ouais, bien. T'es Il dans le fallait bain qu'il me le direct, dise. quoi. Il m'avait dit, les onglons, tu les protèges parce que c'est dangereux, quoi. Ok. Donc, il me fait faire ça. Je déplie une patte. Je crois que je panique pour la 2e. Donc, c'est lui qui fait. Et ensuite, je sors l'agneau, moi. Un agneau vivant. Et là, c'était le coup de cœur, quoi. C'était vraiment, c'était accessible, tu vois, c'était quelque chose de possible, même en ayant très peu d'expérience. C'était hyper puissant. Tu sors un petit, enfin, tu vois, la brebis avant, elle annulait pas. Ensuite, t'as un agneau vivant dans les mains. Les gens sont hyper reconnaissants. Et je me souviens que sur la route du retour, j'ai appelé un pote de prépa justement en me disant je suis paumée parce que c'est pas ce que je voulais faire et il faut que je choisisse dans 3 semaines en quoi je vais l'année prochaine. Ah ouais. Mais c'est aussi pour ça que je voulais mettre mes stages de rural avant de choisir. Ah bah Parce que, ouais. et de faire de la vraie rurale en hiver aussi. C'est comme Thomas, mon conjoint, lui, voulait faire rural avec certitude. Je voulais aussi comprendre. Tu vois, je voulais un peu comprendre ça et j'avais fait mon semestre en même temps que lui pour le voir, hein, ça clairement. Ok. Mais ouais, du coup, c'était ce petit agneau là qui a tout changé. Incroyable. Il avait un nom, dans ta tête, il a été nommé par les éleveurs ou c'est le petit agneau qui a tout changé? C'est le petit agneau qui a tout changé, c'est tout. Ouais, trop bien. Je sais même pas chez qui c'était parce que je me souviens de d'autres agnelages où je suis retournée après, comme j'ai fait mon tutorat là-bas et qu'ensuite j'ai travaillé là-bas. J'ai quand même recroisé des gens, mais les gens qui ont des agneaux, tu les vois pas forcément souvent. Des fois, c'est des particuliers en fait. Oui. Ouais. Donc ceux-là, je sais pas si je les ai revus. D'autres, je sais.
T'étais plus focus sur la brebis et l'agneau que sur les éleveurs ou les propriétaires, quoi, finalement. Ouais, cette fois-ci, ouais. C'était vraiment sur pas abîmer la brebis et sortir l'agneau. Ok. Ça te prend combien de temps post-stage pour dire allez, ce sera une 5e année en tutorat en rural, sachant qu'il y a 3 semaines. Et ça m'a pris quasiment les 3 semaines. Pendant mes semaines, en fait, pendant ces 4 semaines de stage, je logeais dans, alors le cliché de la Parisienne, dans ma maison de vacances, pas loin de la mer, pas loin de la clinique, avec une copine qui, elle, était en stage, mais dans une autre clinique. On voulait pas être toutes les deux au même endroit. Ouais. Et elle, en fait, elle a fait le choix inverse. Donc c'était rigolo. Elle était sûre de vouloir faire de la mixte et de partir en 5A rural. Et en fait, elle a fini par choisir canine, dans l'optique de faire de la mixte par la suite. Mais moi, voilà, ma grande question, c'était finalement, bon, ça sera de la mixte. J'avais laissé tomber les phoques et les manchots depuis un moment. C'était plutôt parti pour canine, mais là, du coup, je me dis mixte. Je me dis pas 100% rural, hein, on n'en est pas là encore. Mais je me dis, ouais, ce sera de la mixte. Et du coup, je réfléchis à est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je peux le faire? Parce qu'en fait, j'avais vraiment ce gros complexe de je suis petite, je suis une fille et je suis parisienne. C'est con, mais ça me. C'est pas négligeable. Là, non, mais ça, voilà, ça faisait partie quand même de moi. À l'époque, je m'imaginais pas vivre à la campagne. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de chemin, hein, depuis tout ça. Ok. Et du coup, j'en parle à cette copine-là. J'en parle à mon prof de bovine à l'école, qui s'appelle Gaston, qu'on appelle Gaston. Il se reconnaîtra s'il m'écoute et j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir parce que c'était un excellent prof à Alfort et qui lui m'a encouragée et il m'a dit mais Juliette, on s'en fout que tu sois une fille, on s'en fout que tu sois petite. Je t'ai vu travailler, tu bosses bien, enfin tes stages ça se passe bien, fonce. Et si tu veux faire de la mixte, il faut que tu touches des vaches pendant ta 5e année. Sinon, je connais personne qui fait une A5 canine ou très peu qui font une A5 canine et qui ensuite font de la mixte. C'est plus facile de garder un pied dans la canine pendant tes stages parce que t'as toujours les chiens-chats, ils sont à la clinique, tu vois. Par contre, quand t'es au cheval, t'iras pas faire des vélages les week-ends, c'est sûr. Oui. Et le coup de pied à se mettre en sortie d'école pour se remettre un truc nouveau ou que t'en as pas fait pendant un an, je pense qu'il est trop important. Donc voilà, il me dit tout ça. Et ce que je me dis, c'est que moi, j'ai vraiment accroché dans la dernière clinique où j'étais. Et je prends mon courage à deux mains, je rappelle mon maître de stage et je lui parle du tutorat. À l'époque, c'était pas du tout démocratisé, hein. C'était que la 2e année où ça existait. Ok. Tu peux nous réexpliquer en quelques mots ce que c'est parce que je suis pas sûre que tout le monde qui nous écoute connaisse. Alors le tutorat, c'est un peu l'équivalent de l'alternance chez les vétos en rural. C'est au lieu de faire, quand tu fais un cursus classique en année de rural, tu as 12 semaines de stage. À l'époque, il y avait 12 semaines de stage à faire que tu répartissais dans différentes cliniques. Quand tu es en tutorat, tu fais 18 semaines et tu les fais dans la même clinique. Donc ça change que tu instaures une véritable relation avec la clinique où tu es, que petit à petit ils ont le droit de t'envoyer faire des visites. Oui, parce que t'as ta carte verte. T'as ta carte verte, ouais. Et puis il y a une petite, vu que c'est un stage long, il y a une rémunération qui est pas énorme, mais qui franchement est bienvenue aussi. Voilà, donc il y avait tout ça. Et c'est vrai que moi, dans le coup de cœur pour la rurale, il y avait aussi le coup de cœur pour les vétos que j'avais rencontrés dans mes 2 stages. Et ce qui a été incroyable, c'est qu'il y a 2 vétos qui sont devenus des super copains, que j'avais rencontrés dans la première clinique où j'étais en stage, mes 2 premières semaines, et qui sont ensuite allés en Normandie dans l'autre clinique. Donc pour mon tutorat, j'ai retrouvé les vétos de 2 cliniques différentes avec qui je m'étais vachement entendue. Trop bien. Et donc là, je me suis dit, ok, fallait prendre mon courage à 2 mains pour leur demander, parce que ils auraient pu me dire non aussi. C'était la première fois, fallait monter. Il y a des dossiers hyper lourds administrativement à monter au début quand tu veux être une clinique qui accueille un tutorat et tout. Donc c'est pas hyper drôle à faire. Donc ça leur a quand même pris pas mal de temps. Mais ils m'ont dit oui. Et du coup, c'était parti quoi.
Et Trop dans le bien. choix, il y avait aussi le fait que c'était du coup ma maison de vacances de quand j'étais petite, qui était pas très loin, enfin pas très loin, une demi-heure de cette clinique-là, au bord de la mer. Et je me souviens pendant ce stage être à me poser toutes mes questions là, rural, pas rural, rural, pas rural, comment je fais, et être en train de marcher sur la plage. Et je me souviens vraiment de ce moment où je me suis dit mais en fait, je crois que j'ai envie de vivre là. Je suis trop bien là à Mmh. la mer. Alors que dans ma tête, depuis toujours, je me disais que j'avais besoin de la ville, que j'avais, je sais pas pourquoi, enfin si, je connaissais que ça. Donc Mmh. pour moi, c'était évident de continuer, dans ce milieu-là. Et en fait, là, d'être au bord de la mer, de voir les champs autour, je me suis dit: «Mais je suis bien là». Mmh. Tu vis où aujourd'hui? Et ben, je vis, je vis là. Je vis OK. exactement là. Je suis, pas très loin enfin, je suis au milieu du Cotentin, en gros, entre Saint-Lô, Coutances, Granville, tout ça. OK. Donc je Donc suis, tu as de la mer pas très loin, quoi. près de la mer à 1/4 d'heure, voilà, À pied ou en voiture? en voiture. OK, En quart voiture d'heure en voiture. parce qu'il fallait se rapprocher de la clinique, de Thomas à côté, donc Oui, c'était mieux. On a été à 5 minutes de la mer en voiture. C'était trop bien. OK. Mais sa clinique, ensuite il a changé de clinique qui était un peu plus loin et donc là on est à 1/4 d'heure. Mais je m'en remets. Oui, OK. Un quart d'heure, ça va. Ça Ça reste, va. raisonnable quand tu as besoin de Oui, prendre une bonne petite bouffée d'iode. c'est ça. OK. Quel souvenir tu gardes, de cette expérience de tutorat? Un excellent souvenir. Ouais, C'était, j'étais chez moi. Enfin, je sais pas comment dire. Cette clinique, quand je rentrais dedans et ça a continué à me le faire quand j'y ai travaillé après, quand je rentrais dans cette clinique, je rentrais à la maison. OK. C'est très bizarre. J'ai habité dans le petit studio au-dessus, pendant ces 18 semaines-là et c'était génial parce que les vétos de cette clinique, alors il y en a qui sont partis à la retraite par la suite, mais il y avait vraiment des profils très différents, OK. avec, certains qui avaient, voilà, qui étaient à 1 an de la retraite, Mmh. et d'autres qui étaient, beaucoup plus jeunes et qui venaient d'arriver avec plein de projets. Les ASV étaient, toutes différentes et tout le monde m'a un peu pris sous son aile. Je m'entendais bien avec tout le monde et j'arrivais à la fois à faire des soirées avec les vétos et d'autres avec les ASV. Enfin, c'était, Mmh. j'en garde, ouais, un souvenir, extraordinaire. C'était je pense, une des meilleures années que j'ai passées à l'école, quoi. Trop cool. À la fin de cette année-là, comment tu te sens à l'idée d'avoir ton premier travail en tant que docteur vétérinaire avec, totale, responsabilité et le fait de dire: «OK, cette fois, c'est moi qui y vais et je suis pas juste envoyée de temps en temps sur un petit truc, mais je prends régulièrement des consultes». Comment tu te sens? J'avais hâte de le faire parce Ouais? que ce que j'ai trouvé vachement bien dans le, cursus véto, en fait, c'est que au début, enfin, c'est très progressif, en fait. On t'emmène tout doucement vers là, tu vas être, en charge de tout. OK. Et moi, en fait, le tutorat m'a vraiment permis d'avoir ça. Parce que moi, tu m'aurais laissé, du jour au lendemain, à gérer les urgences, ça aurait été la panique. Mais là, vu que j'avais eu le temps de voir les vétos faire, ensuite qu'ils m'expliquent, ensuite que je fasse plusieurs fois avec eux et ensuite que je Mmh. fasse toute seule, au bout d'un moment, j'avais trop envie d'être moi en consulte et d'y aller, quoi. Ouais. OK. C'était le moment, j'étais prête. Après, j'avais pas tout, je savais pas tout faire. Donc je savais très bien que, par exemple, les vélal enfin l'obstétrique, j'étais pas suffisamment prête parce qu'on était en clientèle laitière en Normandie OK. et donc je n'ai pas, fait des césariennes toutes les nuits, clairement. Donc j'étais pas Mmh. autonome en césarienne, j'étais pas autonome en vélage et en matrice, en gros. OK. Heu, Par contre, je savais très bien ce que je savais faire, j'étais très capable de dire: «Là, j'ai besoin d'aide, là, j'ai pas besoin d'aide». Et ça a été hyper clair avec la clinique en Mayenne où je suis allée travailler OK. et où ils m'ont encadrée. Enfin, ils ont vachement joué le jeu. Je pouvais les appeler pendant les consultes. J'étais jamais toute seule. Donc c'était génial, quoi. Je savais qu'en cas de besoin, je les appelais et j'avais pris le parti de les appeler devant les éleveurs, OK. heu et d'être hyper à l'aise avec ça. Et Mmh. elles étaient hyper à l'aise avec ça aussi. Et du coup, il y avait, j'ai jamais été confrontée. Il y a beaucoup de vétos qui disent: «Non, mais faut pas que les stagiaires, ils appellent devant les éleveurs, ils vont se décrédibiliser». Bah, au contraire, en fait, là, c'était, moi, je trouvais que ça les rassurait et moi, ça me rassurait aussi et du coup, ça a été globalement, Mmh. très simple comme ça.
J'avais un backup en garde parce que j'ai commencé un jeudi. J'étais de garde le samedi, dimanche. Donc ça a été Stylé, on adore voilà. ça. C'était rapide, mais il y avait pas trop le choix en gros pour je commençais fin juin. J'avais terminé mon tutorat fin avril et fin juin, je travaillais. J'avais OK. pas encore ma thèse et donc il y avait les vacances d'été qui arrivaient et pour quand c'est les vacances, c'est un peu le souk et que j'arrive pour l'été, ça les arrangeait bien quand même. Mais donc ils m'avaient mis un second de garde qui m'accompagnait pour les visites où je le sentais pas, quoi. OK, donc les conditions de cette première garde ont été suffisamment bonnes pour pas juste dire ben vol petit oiseau, ça y est, maintenant t'es docteur, tu te démerdes. Je trouve ça hyper précieux à la fois qu'on te dise tu nous as dit que t'étais autonome sur plein de trucs, donc ben go, on te croit et on te laisse la place, et en même temps on te met une personne pour pouvoir appeler pour si t'as besoin, quoi, parce que tu connais pas la clientèle, tu connais pas la région, ça te prend plus de temps, potentiellement tu te paumes. Enfin ça c'est quand même une réalité que moi je n'ai pas vécue, mais qui me semble vachement importante dans l'appropriation de la pratique rurale, c'est que la connaissance et les kin, tout ce qui est itinérance, c'est que la connaissance de la géographie joue un rôle sur l'organisation des journées. Énorme. Ouais, et si tu te perds, c'est une source de stress énorme aussi. Ben ouais, surtout s'il y a une vache en train de véler et que ça fait déjà 20 minutes qu'on t'a appelé et que t'es paumé depuis 15. Ouais. Ouais, c'est clair. Et là, ce qui était trop bien, c'est que c'est pas moi qui avais le téléphone de garde. OK, En gros, trop c'est bien. le veto qui décrochait et qui OK. m'appelait. OK. Et donc ça, c'était beaucoup plus simple. OK. C'était vraiment bien. Et c'était vraiment le grand luxe. Et moi, c'est ce que je conseillais ça à tous les stagiaires que j'avais ensuite avec moi, qui me disaient ah, comment tu penses que je dois choisir ma clinique, je négocie comment le salaire. Je leur disais mais tu négocies pas le salaire. Pour commencer, c'est pas forcément là-dessus qu'il faut que tu te battes. Par contre, tu négocies un encadrement en garde parce que ça, Mmh. en garde et en journée, hein, faut que une formation Oui. qu'on te laisse pas tout seul. Parce que moi, j'ai plein de copains qui ont arrêté parce que ils ont eu une mauvaise expérience, parce qu'on les a laissés tout seuls Ouais. et ça s'est mal passé Mmh. et ils se sont dégoûtés, ils se sont fait peur, etc. En Alors rural? que en rural, ouais. En Ouais. rural ou en équine. En canine, t'es Oui, en rarement itinérance. tout seul. Oui. Mais en itinérance, tu vois, potentiellement, c'est la nuit. T'es chez des gens que tu connais pas, t'as un truc que tu maîtrises pas, ça se passe pas bien, les gens s'énervent, tu peux vite paniquer, hein, si Ouais, ouais. et ça peut être très traumatisant. Ouais, c'est clair, ça devient vite la pire nuit de ta vie, alors que si t'avais pu passer un coup de fil à quelqu'un qui te rassure ou qui te dise ouais là je comprends, c'est la merde, j'arrive, bah au moins Ça change tout. ouais c'est ça, t'es soutenu dans un moment difficile, quoi. Mmh. J'ai entendu tout à l'heure passer un L en parlant des vétérinaires. C'était une équipe 100% féminine ou à majorité de femmes en Mayenne, c'était comment? C'était une équipe à majorité de femmes. C'était pas OK. 100. En gros, on avait un patron veto, qui était celui qui m'accompagnait, sur les gardes et qui m'accompagnait beaucoup au début, mais qui lui, progressivement, faisait plus de pratique et gérait surtout la partie administrative. OK. Et ensuite, au début, il y avait 3 collaborateurs, donc 2 femmes et un veto, un très grand Belge qui se reconnaîtra s'il m'écoute. Et au début, il y avait que moi en salarié. OK. Ensuite, il y a une autre salariée qui est arrivée, donc assez vite, finalement, on était 4 femmes OK. pour un homme En en pratique. veto praticien. Donc c'était génial parce que pour moi, en arrivant dans cette Mmh. clientèle-là, et ben, en fait, les femmes avaient déjà leur place, quoi. Donc c'était Ouais, pareil, ça m'a beaucoup aidée et je tu m'étonnes. remplaçais une veto qui était pas grande. Ouh! Ça, Donc c'est ça, cool. c'est Non, cool. mais mine de rien, c'est des critères. Je me marre parce que si un jour on se rencontre en vrai, on verra probablement notre bonne tête d'écart, puisque moi je fais 1,80 m. Et je me dis, ben ouais, ça doit être tellement dur en rural quand t'arrives dans un milieu où il y a très peu ou pas de femmes et qu'en plus t'es un tout petit bout de chou, plutôt en mode fine que un peu baraque. Les éleveurs, ils doivent et les éleveuses, ça doit leur faire tout drôle. Donc je trouve ça chouette que toi t'arrives dans un milieu où il y a déjà plein de femmes et en plus il y en a déjà des petites, donc il y a une espèce de crédibilité où t'as pas à faire ta place en plus de juste faire ta place de veto tout court, quoi. Et Ça, ben, c'est top. il y avait toujours besoin de le faire, mais beaucoup moins. Enfin, Oui, c'était, OK. voilà. J'ai eu des moments où voilà, où c'est quand même tu sentais que tu avais quelque chose à prouver. Ouais. Mais vu que je remplaçais, cette véto-là qui, en plus, m'avait dit tout de suite quand on s'est rencontrés, elle m'a dit:
premier achat que tu dois faire, Juliette, c'est un tabouret. Un petit tabouret pliable. Trop bien. Et je l'ai écoutée. Elle m'a Ouais. dit elle m'en parlait pour les renversements de matrice et moi, je l'ai utilisé pour tout. Je l'ai utilisé en chirurgie, enfin pour les césariennes, je l'ai utilisé pour les vélages, je l'ai utilisé pour les matrices, je l'ai utilisé en suivi repro des fois, enfin, je l'utilisais pour tout et ça m'a changé la vie et ça a changé la vie à certains éleveurs qui montaient dessus. C'est Ah! parce que sortir un veau, du ventre d'une vache en césarienne, quand on est par en dessous, un veau qui est trop gros donc potentiellement qui est très, très lourd, en fait, quand tu es par en dessous et que tu lèves les bras, c'est super dur. Alors que si tu es par au-dessus et que tu as juste à tirer, c'est très différent. Oui. Et tu vois, petite anecdote très drôle, un tabouret, un éleveur 80 kilogrammes, pas de souci. 2 éleveurs, ça casse. Ils ont essayé de tenir à 2 sur le Oui, tabouret? sur mon petit tabouret, c'est tu sais, les petits tabourets dans les salles de bain pour enfants là? Ouais, ouais, je vois. Et ben, 2 éleveurs, ça casse. On a bien rigolé. Ils se sont pas fait mal? Non, non, ça a juste Mmh. craqué et moi j'étais là, j'étais en début de garde de week-end, je me suis dit: «Bah merde, comment je vais faire? Parce que feu le tabouret, quoi». Et si j'ai d'autres césariennes, ça va être galère. Bon après je suis montée sur d'autres trucs pendant le week-end, mais c'était trop rigolo. Génial. Heu, Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans ce premier job, en Mayenne, du coup? Ce qui était génial, c'était le travail d'équipe. On avait, vraiment des objectifs communs pour l'équipe, pour les éleveurs. On faisait des réunions très régulières tous ensemble, en essayant de se dire: «OK, on va avancer sur tel sujet, on va avancer sur tel truc» et c'était hyper stimulant. OK. C'était vraiment génial. Il y avait aussi un aménagement du boulot qui était super. On avait déjà que de la rurale, que 100 rural. Moi, c'était pas trop le plan initial, mais c'est juste que ça s'est trouvé comme ça. Le poste était sans canine et OK. je l'ai pris quand même. Hem, du coup, on avait déjà la chance de finir à 18:00. Ce qui ça c'est incroyable. Mmh. C'est vraiment incroyable et on avait une organisation où on avait seulement, je crois, 2 des vétos qui bossaient le vendredi après-midi et le samedi matin. OK. Donc si tu étais pas de garde le vendredi ni le week-end, tu commençais ton week-end le vendredi midi et ça, c'est génial. Donc il y avait vraiment déjà cette, idée de l'organisation du boulot pour que ça soit souple Ouais. et quand on est passé à 5 pour les gardes, c'était vraiment plus gérable et moi, ils m'ont diminué, j'étais à 216 jours au début et je suis passée à 90 donc ça fait 195 jours en gros. Et je suis hyper reconnaissante qu'on ait fait ça tout de suite parce que derrière, quand j'ai continué à ce rythme-là. Je ne me rendais pas compte au début, quand tu sors de l'école, on te dit le temps plein, c'est 216 jours. Tu te dis banco, on y va. J'aurais une garde sur 4 en plus, mais oui, formidable, allons-y. Mais en fait, si tu fais ça et que Mmh. c'est des gardes dérangées et que tu finis à 19h, moi, c'était pas le cas, mais en fait, tu n'as pas de vie. C'est pas Mmh. possible. Et du Ouais. coup, tu pètes les plombs. Donc moi, ça j'ai été vraiment bercée par le côté, vie perso importante dès le début OK. et ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Et après, ce qui était vraiment génial aussi, c'est qu'elles m'ont tout de suite, poussée à pas m'attarder seulement aux petits veaux que je venais perfuser ou à la vache que je venais opérer, mais toujours à essayer de chercher, dans cet élevage-là, pourquoi on a, ces quelques petits veaux malades et surtout qu'est-ce qu'on OK. pourrait faire pour, passer au créneau au-dessus, un peu faire de la prévention, Mmh. mieux gérer les choses pour que l'éleveur, il ait moins d'animaux malades et qu'il s'y retrouve. Et ça, c'était pareil, c'était super stimulant et c'est quelque chose qui m'a tout de suite permis de fonctionner comme ça. OK. J'imagine que ça joue dans ce que tu fais aujourd'hui, puisqu'il me semble que ça fait partie, parmi les offres, que tu proposes dans ton entreprise actuelle, d'aider justement, à limiter, certains risques, faire du préventif, faire de la médecine des populations plutôt que juste de l'individu. Ouais, c'est venu de là, c'est sûr. Et après, la clinique où j'ai travaillé ensuite était toujours dans cette optique, mais c'est vraiment ça a toujours été je me souviens d'une des vétos où je rentrais, je lui posais une question en lui parlant des cas et tout, puis elle me disait: «Mais du coup, comment il fait pour ses veaux?» «Ah bah, je sais pas». «Eh Mmh. bah, tu pas demandé?» «Bah non».
Bon, bah, faudra qu'on en parle. Si on a un cas, faudra qu'on en parle. Et on communiquait énormément. On avait une appli, je crois que c'était Slack à l'époque, où en gros, l'ASV mettait les visites dessus en disant il y a ça qui est tombé à tel endroit. Et on se disait bah moi je prends pas, j'ai fini. Enfin, en fait, on se tenait vachement au courant. On savait toujours où était l'autre, OK. ce qui permettait d'éviter de faire de la route inutile. Parce que Mmh. quand tu es à un bout de la clientèle et que tu vas à l'autre bout pour une prise de sang, c'est complètement débile. Ouais. Et du coup, on échangeait vachement. Ça permettait aussi de se mettre des petites photos de Mmh. ton petit veau que tu viens de sortir. Enfin, c'est des petits trucs bêtes, mais ça faisait de la communication, ça faisait de la bonne ambiance Ouais. et de la transparence. Du coup, Mmh. ouais, je savais toujours où était. Voilà, on communiquait dans la journée tout le temps. Ouais, tu étais en lien, en fait. Il y avait Ouais, du il y avait lien, du tu lien, savais ce qui se passait. c'est Trop ça. bien. Qu'est-ce qui t'a décidé à changer d'emploi, du coup, si tu es d'accord de nous raconter? Il y a eu pas mal de choses qui sont un peu télescopées. Il y a eu l'opportunité de retourner dans la clinique où j'avais fait mon tutorat. Ils Donc, t'ont appelé? Ils t'ont proposé le job? Quand tu dis opportunité, c'était quoi? et ben, en fait, je les voyais toujours régulièrement. J'allais OK. les voir, ils venaient me voir et on en a discuté et puis ils m'ont dit: «Je pense qu'on peut créer un poste de véto 100% rural, enfin vraiment faire une création de poste Trop pour bien. toi». Et ouais, ça me tentait vraiment. OK. C'était l'opportunité de retourner au bord de la mer et tout. Hem, il y avait ça, il y avait aussi le côté que dans la structure actuelle, il y avait vraiment un remaniement de prévu avec, une négociation entre les collaborateurs et l'actuel patron pour une revente ou non. Enfin voilà, Ah, il y dans avait la un structure en Mayenne, dans la structure en Mayenne, en où tu fait. étais? Ouais, Ouais, OK. Ils remaniaient. celui qui faisait plus de pratique, envisageait peut-être de partir, les autres de OK. racheter, mais il y a eu un contexte un peu compliqué et avec pas mal de tensions qui se sont exacerbées, en fait, pendant les 2 ans. Au début, j'en étais relativement protégée, et puis j'avais d'autres «choses à faire» entre guillemets, Mmh. mais petit à petit, en fait, les tensions se sont intensifiées et moi, en fait, d'être dans un milieu où l'ambiance est tendue, je me suis rendu compte que ça me mettait pas bien, en fait. J'avais une Mmh. boule au ventre en y étant et c'était dommage parce que pour autant, j'adorais ce qu'on faisait, Ouais. voilà. Mais enfin, toutes les choses mises, à la suite des autres, finalement, c'était l'occasion de repartir et je leur ai dit super tôt que je voulais repartir, en Normandie parce que je voulais pas justement qu'elles se retrouvent avec un veto de moins. Donc, Ouais. ça a permis d'anticiper que quelqu'un soit prévu après mon départ, qu'il y ait pas trop de temps, à 4 OK. C'est combien et super tôt? C'est combien de temps? c'était plus de 10 mois. Ah ouais, Bon, en fait, tu c'était as bossé 1 an et au bout de un an, un peu plus, tu as dit: je prévois de repartir, voilà, j'étais pas préparer sûre du au coup». tout début, mais après j'ai dit: «Je pense» et après et assez vite j'ai dit: «Je suis sûre». OK. Parce que je voulais et puis moi je leur avais pas toujours dit, mais je leur avais pas enfin, je disais: «Je me vois bien rester 2 ans ici, mais Ouais. je suis pas partie pour, enfin, voilà, je ne sais pas, on verra». Mmh. Heu et on a quand même beaucoup aimé le coin, la Mayenne, c'était très sympa et Thomas, il travaillait dans une clinique qui était à 15 minutes, donc c'est Mmh. vrai qu'on avait quand même ce côté-là qui était chouette. Fallait ensuite que Thomas retrouve du boulot, en Normandie aussi, qu'il accepte de me suivre, qu'il accepte de laisser là, on avait moitié allaitant, moitié laitier, donc Mmh. fallait qu'il accepte de laisser la partie allaitante. OK. Et au début, je pense que ça a été un peu compliqué pour lui, mais parce que c'était pas ce qu'il avait prévu dans sa tête. OK. Pour ceux qui le connaissent, ça les fera rire. Mais donc il avait prévu dans sa tête qu'on reste au moins 2 ans complets, machin, pour faire l'expérience, en obstétrique notamment et voilà, même si c'est avec moi, j'avais envie de retourner, au bord de la mer, c'était pas forcément, pour lui le bon moment. Bon, on a pu partir quand même. Il a trouvé du boulot OK. et mine de rien, c'est lui qui est associé maintenant, donc ça s'est très bien passé. Oui, ça s'est bien goupillé finalement. Oh, trop chouette. Tu dans quel état d'esprit au moment où tu retournes dans cette fameuse clinique de cœur où tu as fait ton tutorat? Surexcité totale. Oui, très bien. Ouais, trop heureuse, des paillettes dans les yeux, bon, avec la limite qu'on est en plein covid. Ah, On déménage en plein confinement. OK. Vachement pratique, à 2, du coup.
Et OK. mon embauche est un tout petit peu décalée, parce que voilà, il y avait pas besoin. Et mais j'ai passé un mois, justement, on était à 5 minutes de la mer, de beau Mmh. temps incroyable à ce mois d'avril 2020, donc ça s'est très bien fait. Mais j'avais trop hâte. J'avais trop hâte de les OK. rejoindre, de retrouver les éleveurs parce que je les connaissais. Enfin, Ouais. non, j'avais trop hâte. J'avais juste peur de la partie équine et canine Mmh. parce qu'il allait falloir s'y mettre tout court pour l'équine, s'y remettre pour la canine. Parce que moi, j'avais fait quand même des gardes en 5e année. Je faisais des gardes en plus du tutorat, je faisais des gardes en canine à Paris, OK. et en tutorat, j'avais fait quand même de la canine, mais là, ça faisait 2 ans, quoi. Mmh. Et Ouais, c'était un peu rouillé. voilà, c'était bien rouillé, ouais. OK, et tu as eu quel soutien, du coup, pour les gardes, pour la partie canine et équine, en arrivant dans ce poste? J'ai eu pour la partie équine, il y avait 2 patrons qui pouvaient m'aider, 3 patrons même, et en canine, c'était les salariés principalement, dont une qui est une super copine, donc qui a accepté de venir passer une nuit avec moi pour opérer un chien. Enfin, OK. j'ai eu du bol. J'ai vraiment, j'avais des réponses, j'étais pas laissée toute seule, mais c'était pour le coup, de manière entre guillemets «non officielle», par une Mmh. copine de la clinique qui faisait de la canine, quoi. OK. Bon, des fois, ça marche aussi, hein, d'avoir, du soutien, même s'il est pas rémunéré et tout. Je vais pas encourager ça, de manière très explicite, mais je trouve que c'est mieux ça, plutôt que de te retrouver toute seule et que le chien meurt et que ce Oui. soit le drame, ou enfin, tu vois? Il y a un Et en côté, vrai de vrai, je pouvais aussi, appeler les patrons, hein. ouais, OK. J'aurais pu le faire, il y avait pas de problème. C'est juste que là, c'était, comme c'est elle qui m'avait formée en stage en Mmh. canine, j'avais OK. envie, enfin voilà, j'aimais bien que les conseils viennent d'elle, et surtout que c'était elle qui allait récupérer les cas le lendemain en général. Ouais. OK, il y avait du sens. Voilà, ça avait du sens. Et puis elle savait qu'elle avait le choix de dire non et que tu aurais pu appeler, quelqu'un d'autre, quoi. Oui, 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 oui. Trop bien. Tu passé 4 ans là-bas et il me semble que tu m'as dit pendant la préparation de l'interview que tu as rapidement pris en charge le rôle de formation des ASV. Je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus sur, comment ça s'est passé et concrètement ça représentait quoi, en fait, ce rôle-là? Et ben, assez vite, je me suis rendu compte que, il y avait pas mal de choses, en rural que les ASV, maîtrisaient pas forcément. Que ça soit les jeunes qui venaient d'arriver, qui avaient, la formation GIPSA là, mais ou qui étaient très poussés en canine, mais en rural, qui était quand même assez limitée, ou celles qui étaient là depuis très longtemps, mais certaines n'étaient jamais allées en ferme, ou il y a plein de choses qu'elles maîtrisaient pas. Et moi, je Mmh. voulais développer pas mal de choses aussi, notamment en qualité du lait. Enfin, voilà, je voulais développer des choses, donc ça nécessitait qu'elles soient à l'aise. OK. Et il y avait un gros contraste entre, en Mayenne, on était une petite équipe, mais on avait tous le même discours. On faisait nos réunions, on disait: «Maintenant, on va parler de ça, on va mettre OK. ça en place et on va parler tous ensemble de ça», même OK. l'ASV. OK. En Normandie, j'avais plus ça. OK. J'avais plus, ce côté, et du coup, je trouvais qu'on perdait une partie du discours vu que, on racontait pas tous la même chose, que les ASV faisaient pas partie du plan. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument, les former, et elles étaient hyper demandeuses. Trop bien. Donc je me suis mise à leur proposer, à peu près une fois par mois ou tous les 2 mois, une formation sur un thème de rural. Donc j'ai retrouvé les PowerPoint là, il y a pas longtemps, on en a fait, 8 je pense. OK. Heu, En fait, j'ai fait ça, de manière très assidue, pendant 2 ans, je pense. Et après, en fait, j'attendais qu'elles choisissent un thème. Je leur avais dit: «Bon, OK, là, je vous ai imposé toutes les dernières fois. Mmh. Je vous propose plusieurs thèmes. C'est vous qui choisissez, j'ai envie que ça vienne de vous. Parce que moi, j'ai pas trop le temps, donc si en gros, c'est pas moi, j'ai pas le temps de vous imposer des choses. Par contre, si ça vient de vous, je promis, je prendrai le temps, mais j'ai besoin que ça vienne de vous. J'attends toujours». OK. Elles ont plus Donc jamais fait de demande? non, et ce qui est très bizarre, c'est qu'elles ont continué pour le temps à en parler en entretien individuel. Ça faisait plus d'1 an que j'avais pas fait de formation, et elles continuent à dire: «C'est génial avec Juliette, les formations qu'elle nous fait le midi, c'est super». Trop bizarre. Ouais, ouais, Comme c'est s'il marrant. y avait eu, enfin, ouais, c'est une question de routine et de notion du temps, qu'il y avait, pour moi, ça faisait des lustres, que je m'étais dit: «Bon, bah, tant pis, ça les intéresse plus», et en fait, elles, si, pour elles, c'était toujours une partie du quotidien.
Ouais. C'est Et rigolo. puis ça les avait marquées comme quelque chose d'hyper précieux qu'elles avaient Ouais. vraiment aimé, quoi. Ouais. Et moi, j'ai besoin de comprendre, parce que j'ai pas travaillé en rural, à quel moment l'ASV, elle peut vraiment se servir de ces formations pour aider à ce qu'il y ait un mouvement global dans la médecine des populations que gère la clinique. En gros, les ASV, elles sont à l'accueil. C'est Ouais. les ASV que les éleveurs vont voir quand ils arrivent à l'accueil et qui Ok. vont dire il me faudrait tel flacon, tel produit. Parce qu'en fait, les éleveurs, ils peuvent acheter des médicaments sans qu'on voit à chaque fois l'animal. C'est dans le Ouais. cadre d'un bilan sanitaire qui est où nous on fait des protocoles de soins et derrière ils ont une liste de médicaments qu'ils peuvent acheter en gros. Et du coup, souvent ils posent des questions aux ASV à l'accueil. Ouais. Soit elles savent répondre, soit elles vont nous chercher derrière. Mais il y a plein de choses où en fait, si c'est un réflexe, si un éleveur vient en disant: «Je voudrais un traitement pour ma vache qui fait une mamite» et Ouais. si les ASV, elles sont formées à répondre, moi je peux pas, l'idéal pour qu'on sache contre quelle bactérie on se bat, faudrait peut-être faire une bactériologie. Et Mmh. si l'ASV, elle dit ça direct à l'accueil et que ça paraît évident, les éleveurs, ils vont s'y mettre plus facilement, à force de l'entendre. Pareil, c'est les ASV qui décrochent le téléphone quand il y a une urgence ou pas une urgence. Donc déjà, de leur apprendre à faire le tri, c'est important. Mais toutes les petites questions qu'elles vont poser au début et quand elles vont demander pour la 10e fois à l'éleveur: «Avez-vous pris la température, de la vache?» et en fait, c'est des choses qui vont finir par, rentrer dans la tête des éleveurs, quoi. Ouais, OK. Oui, j'avais pas idée de quel type de transmission tu avais faite, mais je comprends mieux la stratégie que effectivement ces personnes-là, elles parlent très souvent aux éleveurs, Ouais. les ASV, et du coup, plus elles répètent certaines infos, bactériologie, prise de température, etc. Et plus ça va devenir aussi une évidence pour les éleveurs. Ah, vous allez être contente, j'ai pris la température, et ça va devenir des routines et ça va contribuer à aider le comportement, l'amélioration sur la gestion de la population globale plutôt que juste la gestion des merdes, si je peux le dire comme ça. C'est Oui, comme ça que ça vient. ouais, c'est OK, exactement ça. trop bien. Et puis c'est plus stimulant pour elle aussi de comprendre un peu, tu imagines, moi, par exemple, parisienne, j'aurais été bazardée à l'accueil d'une clinique, et j'aurais dû conseiller un éleveur, mais j'aurais eu aucune idée, de c'est quoi sa vie, qu'est-ce que quand je lui vends un Bien sûr. vaccin, comment il va le faire? Enfin voilà. C'était tout ça qu'il fallait, je pense Ouais. et qu'il faut, transmettre aux ASV. Oui, selon la formation qu'elles font et selon le temps que les gens prennent dans les endroits où elles travaillent pour leur montrer. Effectivement, je ne sais pas exactement quelle quantité d'infos elles ont dans les formations du type GIPSA Mmh. pour pouvoir gérer, sachant qu'en plus il y a équine, rurale laitière, rurale allaitante, caprin, ovin. Enfin, il y a quand même plein de trucs qui sont très différents, quoi. Heu, Qu'est-ce qui se passe pour toi pendant cette expérience-là où tu retournes dans la tutorat, qui fait que tu vas petit à petit vers cette fameuse explosion, comme tu l'as nommée pendant la préparation? Ça a été plein de petites choses. Comme je te disais, moi, je suis arrivée dans cette clinique avec des paillettes dans les yeux. Mmh. En gros, je revenais là, je rentrais à la maison Ouais. et je rentrais à la maison pour y rester. C'était ça, le plan. Forever. Ouais, je voulais y rester pour Pour toujours. toujours pour les Voilà, non anglophones. c'était ça. C'était le plan OK. et franchement, j'y croyais dur, dur. Ouais. Et en fait, petit à petit, j'ai été déçue. Alors, je savais que les choses étaient compliquées dans cette structure-là, que, dans les associés actuels, qu'il y avait pas de place pour s'associer pour l'instant, et cetera. Mais je sais pas, ça me paraissait, secondaire au début. Je me disais: «On va trouver une solution. Je vais m'associer dans cette clinique plus tard». C'était Mmh. évident dans ma tête. OK. Ça l'était probablement pas, pour, les patrons. Et je pensais que c'était très clair et en fait, c'est ce qu'on se rend compte, on travaille ensemble notamment que, dans la communication, il y a des fois on pense avoir, transmis quelque chose et pas du tout. Heu,
Donc voilà, pour eux, je pense que c'était probablement pas si évident que je voulais m'investir à ce point-là. Par contre, je me suis beaucoup investie. Je faisais le planning des vétos, je faisais plein de suivis. La rurale, vraiment, on l'a portée à deux. On l'a développée beaucoup à deux. C'était génial, hein. Franchement, j'ai passé des années incroyables là-bas. J'ai OK. énormément progressé. J'aurais jamais pu faire ce que je fais actuellement sans ces années Mmh. là-bas, c'est sûr. Mais en fait, petit à petit, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées, qui ont contribué à ce que l'ambiance générale se détériore. OK. Et ça m'a fait beaucoup de peine, beaucoup de mal. Parce que comme je disais déjà avant, l'ambiance a un gros impact en fait sur moi. Et moi, je suis toujours de bonne humeur quand j'arrive à la clinique. J'essaie toujours de mettre mes soucis de côté et de toujours arrondir les angles pour que tout le monde soit content. C'est pas Mmh. possible que tout le monde soit content, mais j'essayais vraiment. Mmh. Et donc ça m'a beaucoup bouffé à la clinique. Et en fait, pareil sur le terrain avec les éleveurs, ça c'est quelque chose que j'ai compris cette semaine-là, tu vois, ça fait 1 an quand même. Je me suis rendu compte en fait que j'avais une énorme pression, une énorme charge mentale venant aussi de la relation avec les éleveurs que j'adorais, mais OK. je prenais beaucoup de choses pour moi, qui n'étaient pas de mon ressort, en fait. Toutes les difficultés qu'ils pouvaient avoir, dans leur travail, financièrement, dans leur famille et cetera, c'était des choses qui prenaient beaucoup de place, en fait, chez moi. C'était pas, moi, je suis incapable de scinder complètement le pro et le perso. Donc c'est-à-dire que Mmh. la Juliette du travail, c'est à peu près la Juliette de la maison, en fait. OK. Et je fonctionne comme ça, donc en fait, si je suis pas comme ça, c'est que ça ne va pas. OK. J'arrive pas à scinder, c'est pas possible. Mais du coup, je m'investis beaucoup et aussi émotionnellement. Ouais. Et ça a pris trop d'ampleur. Pour ça, il faut qu'il y ait une super ambiance à côté. Il faut que globalement les choses se passent bien pour que ça ne prenne pas trop de place. Et en fait, là, OK. petit à petit, je pense que ça en a pris trop à la clinique, sur le terrain. Il y a eu j'ai réalisé que j'aurais finalement aucune perspective d'évolution dans cette clinique, Ouais. ce qui a Ça a été, été un coup dur pour toi? ouais, un gros, gros Ouais. coup dur. Mmh. Je suis vraiment retombée de mes attentes, en fait, je suis tombée de haut, vraiment. Ouais. Et de se dire que des gens dont j'étais proche, n'avaient pas vu, enfin, ne voyaient pas que ça allait énormément me décevoir, c'était assez dur. Mmh. Je le comprends aujourd'hui, d'ailleurs, tout ça, mais il a fallu du temps et sur le moment, j'étais pas prête à le comprendre. À Ouais. nouveau des questions de communication probablement. Et en plus de tout ça, il y a eu tout un contexte, enfin déjà l'hiver c'est dur et l'hiver il fait moche, il fait froid, on a eu plein de merde, des cas tout pourris où tu es allongé, dans la bouillasse à faire un vélage sous la pluie, un truc, que l'éleveur il aurait dû t'appeler il y a 3 jours et il l'a pas fait, pour qui, pourquoi, bon voilà, tu essayes de gérer le truc et en fait, tu te rends compte que la vache, bah, il va jamais lui amener à boire derrière. Enfin, il y a eu des choses qui ont fait que ça a été, où je me suis dit: «À quoi bon, en fait? Qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert?» Donc il y a eu ça et j'ai eu un vrai cas de souffrance, de mal-être d'éleveur, en fait. Un éleveur qui a pété les plombs et qui du coup, lui allait très, très mal et aussi a laissé, un peu en déshérence son troupeau. OK. Et c'était un éleveur dont à la base j'étais, relativement proche, enfin je suivais le troupeau en tout cas. Donc ça m'a vraiment atteinte. Ouais. Et dans un autre suivi, il y a un coup de pied qui est passé à côté de ma tête à 1 centimètre et à partir de là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'on fait en fait?» J'ai eu à nouveau peur, Ouais. j'avais plus peur des vaches, presque, enfin plus. J'avais raisonnablement peur des vaches Ouais. depuis ces fameuses fois où j'arrivais avec le licol à Alfort, il y avait quand même eu beaucoup de temps qui s'était passé. Mais Ouais. là, j'ai eu à nouveau la trouille, mais c'était viscéral, tu vois? J'avais à nouveau super peur. Mmh. L'ambiance s'était détériorée, je voulais plus aller bosser, je voulais ni être à la clinique, ni être en visite. J'étais en colère, enfin, ce qui me ressemble pas du tout. J'avais plus de patience, avec les ASV notamment. Mmh. Je me rendais compte que j'étais complètement tendue et j'allais droit dans le mur. Il a fallu que je me rende compte que ça n'aille pas et que je m'autorise à penser que peut-être il fallait que je m'en aille.
Ouais. pour que ça commence à aller mieux. Et c'est là où je t'ai écrit, je me souviens. Mmh. Et je te remercie d'oser poser tous ces mots, Juliette, parce que tu décris ton vécu qui ressemble, peut-être, au vécu de plein de gens, en ce moment. Et tout ce que tu décris, ce changement de tempérament, cette, personne plutôt très enjouée qui devient très en colère, cette peur qui redevient immense, cette fatigue, cette perte de sens, tout ça, c'est vraiment des symptômes, qui sont vraiment pas à ignorer. Et moi, je suis encore, et toujours épatée quand les gens arrivent à les voir et à dire: «Là, j'ai besoin d'aide, en fait. Là, vraiment, c'est le moment où il faut que je me fasse aider». Et je trouve ça génial qu'il y ait 1 an, tu te dises: «Allez, on va contacter quelqu'un». Je suis honorée que ce soit moi que tu aies choisi de contacter. Mais vraiment, je trouve que c'est précieux, que tu aies osé là, pendant cette interview, partager ces détails-là de ton vécu, parce que ça peut aider des personnes à dire, quand vous vivez ça, c'est pas juste normal, et si ça continue, il y a un moment où si vous voulez prendre soin de votre santé mentale et physique, il faut s'en occuper, quoi. Mmh. Hem, comment tu as fait pour, finalement dire, ça va enfin, tu vois, là, tu viens de me parler des symptômes. Qu'est-ce qui t'a permis de dire: «Je vais suffisamment mal pour demander de l'aide»? Tu te souviens s'il y a eu quelque chose en particulier qui t'a fait dire: «OK, c'est maintenant»? Est-ce que tu as eu besoin d'avoir, le nom de personnes à contacter? Enfin, tu vois, comment ça s'est passé dans ta tête pour dire: «Là, en fait, je vais aller chercher de l'aide»? Il y a eu 2 choses. J'ai, contacté un copain qui était passé par ces phases-là, 2 ans avant, je pense, OK, et qui m'en avait un petit peu parlé, et OK. un copain dont je suis encore très proche, donc je lui ai écrit en lui disant: «Écoute, je vois bien que ça va pas. Est-ce que tu serais OK pour me raconter, toi, comment ça t'était venu, le fait qu'il fallait que tu fasses une pause dans la pratique? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? À OK. quel moment tu t'es rendu compte que ça allait pas, et cetera?» Donc lui, il m'a raconté. Ça m'a permis de me dire: «OK, dans son récit, je suis quand même pas loin de là où lui, il a dit qu'il avait pas été loin de vraiment être très mal». OK. Hem, j'ai ensuite j'avais de la route pour aller, donner une formation à des vétos dans le Nord. Alors pour ça, j'étais trop heureuse, tu vois? Pour ça, j'étais debout à Mmh. 6:00 du mat en pleine forme. OK. Et j'avais du coup 3 heures et demie de route, et sur le trajet, j'ai écouté des podcasts d'India Navette. Mmh. Et alors pourquoi ça m'était venu? Parce que c'est pareil, c'était, un copain d'une copine qui m'en avait parlé, machin, donc je tombe sur les podcasts et j'ai écouté les premiers, et notamment celui où toi tu racontes ton expérience, en fait, Mmh. et ça m'a beaucoup fait réfléchir, et ça m'a fait comprendre certaines choses, notamment dans mon agacement, heu, vis-à-vis de la gestion des urgences à l'accueil, et cetera. En fait, j'ai compris pas mal de choses, grâce aux mots que toi t'avais posés, en disant que ouais, ce truc-là de dire: «Une ASV à l'accueil, elle a une puissance, un impact sur ta journée de véto Mmh. qui est énorme, et Ouais. toi, véto, en fait, tu n'as pas la main sur ça, et potentiellement, on va te créer une journée qui n'est pas possible». Ou qui va, si ça avait été juste mis un petit peu différemment, la journée, elle coulait toute seule, et en fait, là, non. Mmh. Et du coup, il y a ouais, ça m'a permis de comprendre ça, et j'ai vachement accroché avec ta voix, en fait, et avec ta manière de raconter les choses, et je me suis dit: «Bah, je pense que je vais lui écrire pour voir». Mmh. Heu et j'avais, à ce moment-là, une autre copine qui était en train de monter un truc avec toi, en plus, en train Ouais. de réfléchir à un autre projet, et donc Que vous voilà. entendrez dans un prochain podcast, si je fais un tout petit peu de teasing. Et du coup, bah, je m'étais dit: «Ouais, je vais écrire à Colline», et je crois que la première fois qu'on s'est parlé, ça devait être il y a 1 an tout pile, du coup. Ouais, j'ai regardé, c'était 1 an dans quelques jours. OK, bon, bah, voilà. J'ai eu la curiosité d'aller regarder et de regarder la date de notre premier rendez-vous. Donc 1 an plus tard, après cette première rencontre, où tu m'as parlé de ta situation, où tu en étais, ce que tu traversais, qui était vraiment très, très douloureux. Qu'est-ce que tu retiens du chemin que tu as fait, notamment grâce, au fait de te faire accompagner? En fait, ce qui a été, très compliqué au début, c'était, de s'avouer qu'il Mmh. fallait que j'avais le droit, déjà, de partir de cette clinique, Ouais, et 2, de faire une pause, dans la pratique. Et en ouais. fait, au début, j'avais plusieurs barrières, c'est pareil, j'ai recogité là-dessus il y a pas longtemps.
Dans les barrières, il y avait la première, c'était les éleveurs. Franchement, je me voyais pas les quitter. Je Mmh. culpabilisais, je me disais: «Mais je vais les décevoir». Ça, c'était le pire du pire. Je me Mmh. disais: «Je vais les décevoir, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?» Il y avait, ouais, «les abandonnés» entre guillemets. Je savais pas qui y aurait derrière une fois que je serais partie. Enfin, voilà, donc il y avait cette forme de responsabilité que je m'étais créée et ouais, qui était lourde. Il y avait qu'est-ce que vont penser, mes proches, notamment, mes parents. C'est tout con, hein, mais qui sont passés, Mmh. eux, par tous les rebondissements de: «Je vais, soigner le sida. En fait, non, ça sera vétérinaire, ça sera les poings, ça sera les manches», enfin voilà. Et je me souviens, mon père, il m'a dit: «Mais, Juliette, je croyais que la rurale, c'était ton truc». «Oui, oui papa, c'est mon truc, mais plus comme ça, en fait». Ouais. Et il y avait mes collègues, je m'en voulais vachement vis-à-vis d'eux, enfin voilà. C'était hyper dur, mais mes amis, à qui tous mes copains vétos à qui je disais: «Non mais je comprends pas tous ces vétérinaires qui arrêtent au bout de», enfin si maintenant je comprends et je suis désolée d'avoir pensé comme ça, à un moment. Mmh. Et ensuite il y avait moi. Le gros, gros, gros problème, c'était ce que moi j'allais penser de moi. Mmh. Parce qu'en fait, pendant tout ce temps, la rurale, c'était un espèce de défi. J'étais trop fière d'être une femme, Mmh. pas grande, pas issue du milieu agricole et d'y arriver quand même, de m'éclater parce que vraiment je m'éclatais quand même, d'être plutôt douée, d'adorer ça, de réussir à faire des vélages, et il y avait toute cette part de défi en fait Mmh. que j'avais relevé, et ouais, où j'étais fière de moi. Et Et là, tu peux fallait accepter un échec en fait. Il a fallu que je me dise, là, ouais, je l'ai pris comme ça. C'était l'échec, j'avais l'impression d'abandonner ma clientèle, j'avais l'impression d'abandonner cette clinique que j'adorais tant et j'avais aussi une petite part de me dire: «Qu'est-ce que va penser mon mari de moi?» Mmh. Parce que là j'abandonne. Voilà, il y avait celle ouais, où j'ai eu plus de mal, à me faire pardonner finalement, c'est moi. Et aujourd'hui, quel regard tu portes sur, le choix que tu as fait de dire, «Là, je fais une pause dans la pratique rurale», en fait? Je suis hyper reconnaissante d'avoir, osé ça parce que je revis, en fait, et Mmh. je me Tu rendais pas reconnaissante envers qui? envers mon moi d'il y a 1 an, Ouais. Ouais, ouais. parce que ouais, c'est de m'être autorisé ça et d'avoir Mmh. réussi à me pardonner, mine de rien, enfin Ouais. d'avoir un peu d'indulgence. Je me souviens très bien de la séance de coaching où on avait travaillé là-dessus. C'est la seule séance en groupe que j'ai fait d'ailleurs, Ouais. et ça m'avait vachement aidée, permis de ouais, de démystifier un peu tout ça, de calmer le ressentiment que je pouvais avoir envers moi-même, et tu vois, avec le recul, de me rendre compte qu'en fait, bah, ça m'empêche pas de revoir les éleveurs avec qui, j'adore travailler. Et Ça oui. m'empêche pas de continuer à aller, sur le terrain, ça m'empêche pas de revoir mes anciens collègues. Par contre, ça m'empêche d'aller mal. Voilà. Ouais. Donc non, j'ai aucun regret, et puis même je me sens plus épanouie en tant que véto parce que je me sens à nouveau plus utile. Il y a eu ce moment où je tournais en rond dans ma Ouais. pratique, où j'étais, bah, ça y est, je savais faire les choses. Donc il y avait plus le petit défi relevé quotidien non plus de oui, un vélage, je savais faire. Une Ouais. caillette, je savais faire. Soigner telle pathologie, je savais faire. J'avais besoin que ça avance. J'avais besoin de nouveaux projets, et je me sentais un peu trop pas, pas assez utile, Ouais. que ça soit pour les éleveurs, pour la clinique et cetera, et un peu étriquée dans le milieu véto où tu es coincé dans ta clinique. Donc ce que tu fais, ça doit permettre à ta clinique d'évoluer. Mais là, aujourd'hui, moi, je peux travailler avec, tous les intervenants autour. Je peux travailler avec d'autres cliniques véto. Je peux travailler Mmh. avec un nutritionniste, qui vend même un vendeur d'aliments. J'ai le droit de travailler avec l'inséminateur si je veux. Enfin, c'est génial, en fait. Ça m'ouvre des portes, c'est vachement plus chouette, et je me sens plus en compétition avec les acteurs autour, mais plutôt à me dire: «Bah, voilà, si on bosse tous ensemble, là, on va avoir un vrai impact, et là, les éleveurs, Ouais. on va pouvoir les aider». Trop C'est bien. peut-être un peu naïf, hein, mais là, Ouais, mais je c'est le aussi ce qui fait ta couleur, Juliette, cette naïveté, cette espèce de vision paillette de la vie, qui te donne des ailes, en fait. Et de ça est née, Rural Vision, je crois. et ouais, C'est né ça quand, Rural Vision, tu serais d'accord de nous dire?
C'est né vraiment en septembre, enfin de manière Ok. administrative, c'est né en Septembre septembre. 2024. Ouais, le 9 septembre, très exactement. Hmm. Mais l'idée, elle a mis entre avril où je t'ai contactée et la décision de partir de la clinique, la décision de faire une pause dans la pratique et ensuite de me dire: «Je vais monter ma boîte», ça a pas été immédiat, parce qu'au début, je pensais pas que j'étais capable. Je me sentais pas Hmm. légitime, je me disais: «Mais enfin, puis qu'est-ce que je vais faire toute seule?» Donc j'avais postulé dans plusieurs trucs autour, au début, où j'étais, toujours véto mais plus praticienne. Ouais. Et en fait, à force d'ouvrir des portes, de frapper un peu partout, de contacter, les écoles, de contacter des labos, de contacter tous les contacts en fait que j'avais, j'ai appelé et au début, j'ai appelé des gens avec qui j'avais un contact un peu privilégié au sein de, par exemple, de GIE, de labos et cetera et j'ai Hmm. commencé par dire, ou même au GDS, j'ai été hyper honnête en disant, «Salut, ça ne va pas. Je suis en train de péter les plombs, en pratique. Je voudrais faire une pause dans ma pratique, je voudrais bosser autrement et est-ce que vous avez des besoins?» Et Hmm. en fait, j'ai pas forcément eu des, «Oui, on aurait des besoins». J'ai eu vachement de: «Ah mais il faut que tu appelles machin, faut que tu penses à ça». On m'a envoyé dans toutes les directions. Du coup, j'ai passé un temps fou à partir dans tous les sens et pour finalement me dire: «Mais en fait, tous ces gens-là qui trouvent que ce que je veux faire, c'est chouette, et ben, en fait, ils seraient tous capables de bosser avec moi, mais je serai jamais à temps plein. Donc en fait, il me faut ma boîte à côté Hmm. et j'aurais moyen de bosser avec tous ces gens-là. Et j'avais le projet des éleveuses à côté et donc fallait que j'ai ma boîte, quoi. J'ai compté, Juliette, ça t'a pris 4 mois seulement. Tu Oui, dis, «Ah ça m'a pris quand même du temps et cetera», mais entre le moment où tu m'as contactée et le moment où on a vraiment commencé à travailler ensemble, donc en mai 2024 et le moment où finalement pendant l'accompagnement, tu te dis: «OK, je m'autorise à partir de la clinique, je m'autorise à faire une pause dans la pratique. Je balance des tonnes, des tonnes, des tonnes de cordes partout et je vois sur lesquelles il y a quelqu'un qui tire, je vais rencontrer des tonnes de gens. J'arrête la pratique effectivement et je monte ma boîte», ça a pris 4 mois. Je trouve que c'est relativement très rapide. Même si sur le moment, dans le vécu, tu as peut-être eu la sensation que c'était long et cetera, moi je souligne quand même que tu es allée vite, hein. oui, vu comme ça, en nombre de mois, en nombre d'heures de cogitage dans la tête, je pense que c'est ça qui paraît long. Ouais. Il y a un projet, que j'aimerais bien qu'on mette en lumière, si tu es d'accord, parce que je vois aussi que l'heure tourne. Tu as parlé des éleveuses et je l'ai nommé en introduction et j'aimerais bien que tu nous dises, comment tu en es venue à l'idée de ce groupe réservé à des femmes qui font de l'élevage? Et ben, moi, j'avais formé des éleveurs pendant 2 ans, 2 groupes différents, de ma clinique. C'était par le biais du GDS, de la Manche. C'était vraiment génial. C'était la particularité était que je les suivais. C'était un groupe de 12, on travaillait sur les veaux et en fait, on a fait plusieurs séances dans l'année et ce fonctionnement en groupe, je l'ai trouvé vraiment génial parce que ça m'a permis de les suivre et c'est Mmh, grâce à ce suivi-là que j'ai vraiment vu des applications derrière. trop bien. Dans ce groupe-là, il y avait des hommes et des femmes. À la fin de la première année, qui avait appliqué les choses? Les femmes. C'est con, c'est comme ça. Le deuxième OK. groupe, j'ai commencé par leur dire ça. Je leur ai dit: «Écoutez, l'année dernière, celles qui ont vraiment le plus changé de choses», les hommes avaient bossé, hein, c'est pas des mais celles qui avaient vraiment tout changé, c'était des femmes. Et donc je leur ai dit ça et donc ça a mine de rien conduit à plus quand même de changements, et je pense à un éleveur en particulier qui a tout changé dans sa ferme et là, j'y suis retournée il y a pas longtemps. Il m'a montré des génisses et il me dit: «Regarde, c'est tes bébés et ils ont 2 ans». Heu, Mmh. Bah, c'était incroyable parce que ça y est, c'est sa velle et elles sont magnifiques et lui, il a vraiment, appliqué ce que je racontais donc c'est trop chouette. Mais globalement, les femmes appliquaient plus. Et il y avait tout ce côté où souvent dans les fermes, en fait, je connaissais plusieurs éleveuses qui n'étaient pas issues du milieu agricole et par contre le conjoint oui et c'est le conjoint qui avait pris la ferme et l'éleveuse s'installait avec lui
Et du coup, ces éleveuses-là, elles avaient pas forcément eu toutes, enfin, elles n'avaient pas la même expérience, les mêmes bagages, mais finalement, c'est celles qui, quand je leur disais là, il faudrait que tu fasses ça, elles le faisaient. Donc, je me suis dit qu'en faisant un groupe d'éleveuses, surtout qu'il y en avait plusieurs avec qui je m'entendais très très bien et que j'avais pas envie de perdre de vue, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée pour continuer à les accompagner et que en étant les 10 comme ça, on pourrait aborder des thèmes euh, où finalement qui sont réservés aux hommes d'habitude. Un peu certains actes, enfin voilà. Donc on a notamment l'obstétrique, tu vois, les vélages, ça c'est un peu souvent c'est plus souvent l'éleveur qui va le faire. Mais pourquoi? Mmh. Il suffit d'apprendre en fait. Ouais. Donc c'est né comme ça, je leur en ai parlé une à une en me disant bon, qu'est-ce que, enfin, j'en ai parlé à une en premier, celle dont j'étais la plus proche, en lui disant: «Est-ce que tu penses qu'on peut le faire ou pas?» Et elle était hyper emballée et donc ensuite j'ai proposé aux autres et Ouais. ensuite, ça s'est monté. Génial. Et aujourd'hui, tu en es où dans l'accompagnement de ce groupe? Et ben, je les vois une fois par mois l'hiver et on va espacer un peu plus l'été pour des raisons de OK, boulot, de charge de travail pour elles. OK, Mais là, je les ai vues 4 fois déjà. La OK, 5e fois, c'est en avril et tous les mois, en fait, elles choisissent le thème sur lequel elles veulent bosser après. OK. Et il en ressort quoi, là, déjà, de ces 4 rencontres? Qu'est-ce que tu as comme retour de leur part? Et ben, elles ont l'air contentes. Ça y est, je les vois, interagir entre elles. Elles se connaissaient pas forcément et ça Ouais, y est, je vois de l'entraide entre elles. Je les vois, elles apprennent à une vitesse, astronomique. Enfin, là, je les ai eues, sur la réalisation d'actes pratiques la semaine dernière, ouais. mais c'était incroyable. Je leur explique, bon, j'ai bien pris le temps et cetera, mais elles ont fait ça mieux que certains stagiaires vétos. Elles m'ont Mmh. bluffée, elles m'ont bluffée et des petits actes où voilà, elles ont vachement complètement écouté et derrière, ce qui était génial, c'est qu'il y en a une qui était un peu en retard et donc qui a pas eu les explications du début et du coup, c'est une autre qui lui a montré et qui lui a fait faire. Oh, j'étais à côté, j'étais trop fière. C'était Mmh. là, ça, tu vois, ça remplace un village. Il y a pas de problème. En termes de kiff. En termes de kiff, ouais. Ouais, génial, ça fait vraiment plaisir à entendre, surtout quand, je sais un peu, par, quoi tu es passée en termes de souffrance, psychologique, liée à ta situation, de te voir comme ça, là, avec le smile et d'avoir du sens à nouveau et de l'élan, c'est vraiment trop cool. Est-ce qu'il y a une dernière chose sur l'aspect professionnel que tu aimerais partager avant qu'on fasse une mini parenthèse, vie perso? Parce que je vais pas oublier, cette demande en mariage et je veux vraiment que tu m'en parles. Hem, on a un peu fait le tour. On n'a pas trop parlé des formations véto. Là, là, c'est vraiment aussi l'éclate et en fait, c'est en accompagnement vraiment individuel avec la formation créée un petit peu sur mesure pour répondre à une clinique donnée et OK, notamment grâce à un ancien stagiaire, en fait, que j'ai vu cet été et je lui ai parlé de mon idée de formation en repro, d'aider quelqu'un à monter un service de repro et lui, il m'a dit: «Mais moi, je suis trop intéressé, faut que tu la montes cette formation». Enfin, sans lui, je serais pas allée au bout, je pense. Enfin, OK. j'aurais pas forcément eu l'idée de me dire: «Ça va servir» et lui, il débarquait dans sa clinique, il sortait de l'école et il a commencé à bosser en juillet. Il m'a mis en contact avec sa clinique. En janvier, je suis venue les former. J'ai formé les 4 vétos et là, il vient de Mmh. signer son premier suivi repro et je suis hyper heureuse, hyper fière de lui et hyper reconnaissante parce qu'en fait, c'est vraiment grâce à lui et cette formation donc voilà, c'était cette petite, dédicace. Merci Maxime, si jamais il Ah écoute. génial. Eh bah, merci Maxime de permettre, l'épanouissement professionnel de Juliette, enfin d'y contribuer en tout cas. Est-ce qu'il y a une, dernière chose Juliette que tu aimerais, nous partager, avant qu'on s'arrête et enfin qu'on passe à la dernière question? Ben, juste de dire, à tous les vétos qui se posent des questions, qu'il y a plein de solutions, qui veulent pas dire arrêter, hein, forcément, Mmh. mais qu'il faut oser s'écouter et que ça soit, quand on est associé, salarié, collab, enfin, il y a 1000 façons d'aller, pas si bien que ça et par contre, il y a aussi 1000 façons d'aller mieux et il faut Mmh. s'en occuper tout de suite et tendre la main à la bonne personne, c'est mieux, mais je pense qu'il y a pas que Pauline. Il y a plein de gens et d'en parler chez, à ses proches, c'est vraiment, vraiment important. Voilà. OK. Merci Juliette. S'il y a des gens qui veulent te contacter à l'issue de ce podcast, comment tu serais d'accord qu'ils le fassent?
Ils peuvent m'écrire par mail, ils vont me trouver sur mon petit site internet, ils vont me trouver facilement et ils peuvent m'écrire, il n'y a aucun problème. Trop Avec bien, plaisir. on mettra toutes les infos dans la description. On va passer à notre dernière question et pour ça, on va faire un petit bond dans le temps. Je vais te proposer d'aller vers la fin de ta carrière, voire au dernier jour, et je voudrais que tu me dises, tiens, la Juliette qui aura passé une carrière complète, qu'est-ce qu'elle dirait de la carrière qui s'est déroulée? Alors c'est très dur parce que je suis incapable de te dire ce que je vais avoir fait dans cette carrière. OK. J'exclus pas de reprendre la pratique, j'exclus pas de faire complètement autre chose. J'aimerais que Rural Vision, ça marche du tonnerre et que je fasse une super carrière là-dedans, mais j'aimerais te dire que j'ai été hyper heureuse, que j'ai rencontré plein de monde différents, que je me suis sentie utile. Ça, c'est ce que j'aimerais. Mais je sais pas comment je le ferai. On verra. J'adore, ça laisse plein de surprises. Eh ben, merci beaucoup Juliette, j'étais vraiment ravie de ce moment avec toi. Je savais que j'allais bien me marrer et je n'ai pas été déçue. C'était vraiment un plaisir de te recevoir dans ce podcast. Merci Colline, c'était comme toujours un super moment aussi pour moi. Trop chouette. Et merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'ici. Je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao! Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.